Oui. Ouais, ok. Bonjour à tous. Je suis Yann Georget, je suis le cofondateur de BotFuel. Donc aujourd'hui on va faire une session de live coding, c'est moi qui vais coder, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et on va faire un chatbot avec la techno BotFuel. Peut-être avant de commencer ça, juste un tout petit mot sur BotFuel. Donc nous on est éditeur de logiciels, on développe de la technologie pour faire des chatbots, donc on fournit les composants logiciels qui permettent de faire des chatbots. Donc il y a une partie SaaS qu'on va utiliser. On a un portail de développeurs qu'on va utiliser aussi, qui expose des web services de traitement du langage. Et puis on a un SDK open source qu'on va utiliser aussi, qui s'appelle BotFuel Dialog, donc qui est disponible sur notre GitHub. Voilà, et nos clients utilisent notre technologie pour faire des chatbots. Nos clients, c'est plutôt des grosses entreprises, mais comme on a une plateforme self-service, on a aussi pas mal de gens qui se créent des comptes qu'on ne connaît pas vraiment et qui utilisent notre technologie. Peut-être juste pour vous dire un mot des clients chez lesquels on a notre techno qui est live. Par exemple, on a fait nous-mêmes le chatbot de Blablacar. C'est un chatbot qui permet de réserver ou publier un trajet sur un conversationnel. On vient de sortir un chatbot pour la Poste qui expose tous les tarifs professionnels sous forme conversationnelle aussi. On a fait dans le domaine chatbot grand public, le chatbot de la Française des Jeux qui permet de faire des paris sportifs sur Messenger. Et puis après, on a fait aussi pas mal de chatbots à usage interne des chatbots d'entreprise qui ne sont pas forcément exposés au grand public. On a fait un chatbot pour la Société Générale qui est déployé chez tous les conseillers en agence, qui permet d'interroger des bases documentaires sur un conversationnel. Voilà, on a fait le chatbot du support client, etc. Donc voilà, on travaille avec plutôt des grosses entreprises, banques, assurances, et puis, voilà, aussi ce qu'on appelle du commerce conversationnel. Donc voilà, donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un chatbot de manière interactive, pour que vous voyez que c'est simple. Peut-être juste un mot avant de commencer, nous, notre positionnement est assez différent de la concurrence. Alors bien sûr, faire un chatbot c'est simple, mais on ne dit pas que faire un chatbot c'est tellement simple qu'un non-développeur peut le faire. Il y a pas mal d'entreprises qui se positionnent sur ce créneau-là en disant voilà, faites un chatbot sans savoir programmer. Nous, on n'y croit pas du tout à cette approche. On pense qu'un chatbot, on pense que la conversation c'est un nouveau canal, que les chatbots c'est un peu comme des applications web ou mobiles, il faut les programmer. Elles ont un cycle, les chatbots ont un cycle de vie, on peut les développer, les tester, les forquer, les versionner, etc. Donc c'est pratique, c'est du code. Donc c'est vraiment l'approche qu'on a choisie. Donc c'est pour ça qu'on a un SDK. Et c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors peut-être la première étape, c'est d'aller sur notre portail de développeur. Donc là j'ai déjà créé un compte. J'ai créé un compte mais j'ai pas de bot encore. Créer un compte c'est très simple, vous pouvez vous loguer avec votre compte GitHub ou avec un email. Et là on va créer un bot. Voilà. Donc on va l'appeler, je sais pas, pseudo. On va le mettre en anglais parce que on va faire quand même du copier-coller de code et j'ai du bout de code en anglais. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? En fait, on a surtout des credentials dont on va se servir après dans le bot. Et puis on a un plan, on est sur un plan gratuit. Et puis on a accès à différents services. Donc mais là je ne vais même pas les montrer parce qu'on n'aura pas trop le temps. On a différents playgrounds qui permettent de tester sans programmer nos web services d'extraction d'identité, de correction orthographique. On a un module de web chat, on a un module de Q&A. Q&A, on va s'en servir. On a un module d'analytics pour bot. Donc on peut tester, dès qu'on a fait ça, dès qu'on a créé un bot, on peut tester tous ces services. Mais nous, on va plutôt les tester à travers le code en fait. Voilà. Voilà, donc on a créé notre bot. Maintenant, on va quand même écrire du code. Donc on a sur notre GitHub, il y a le BotFuel Dialog, c'est le SDK. Donc ça, si vous voulez, après vous pourrez le regarder, une source. Voilà. Puis on a des starters. Dans le SDK, on a mis plein d'exemples. Donc il y a le SDK qui contient dedans, je vous montre juste, plein d'exemples qui nous servent de test d'intégration. Voilà. Et puis en plus de ça, on a des exemples un peu externes qui sont un peu des starter kits. Donc on va prendre un starter kit, là, on va prendre celui-là. Donc c'est un peu un starter kit minimaliste. Et on va un peu l'étoffer. En fait.
Donc je vais dans un terminal et puis je vais faire voilà. Et puis alors je ne sais pas si j'ai précisé, notre SDK de développement de bot est en Node.js. Pourquoi Node? Node, c'est vraiment le langage du web. On s'est vraiment posé la question quand on a fait BotFuel, on s'est dit quel langage on peut prendre pour faire un SDK. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'une grande partie des développeurs d'applications web et d'applications mobiles vont se mettre à faire des chatbots. Que ces gens-là vont se reconvertir en développeurs de chatbots. Ça, c'est un peu notre pari. Donc voilà, il y a pas mal de ces gens-là qui développent en Node, en fait. Et Node, c'est la plus grosse communauté, la communauté la plus dynamique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi Node. Après, ça ne veut pas dire que toute notre techno est en Node. Là, on parle que du SDK. Tout ce qui est machine learning, qui est caché dans les web services, c'est en Python, en Java, dans des langages peut-être plus connus. Voilà. Dans le dossier... Ah oui, pardon. Merci. Ça, c'est normal. C'est Node. Donc là, je vais être obligé de faire... je vais être obligé de renseigner mes variables d'environnement, la partie un peu pénible. Je pense qu'on aurait dû faire un truc un peu plus simple. Add token. On aurait dû faire une seule ligne. Et puis, voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai démarré un bot. Donc un bot, c'est quoi? C'est en fait, c'est un service web. Normalement, un bot, c'est un service web qui s'expose sur le web et qui se connecte à différentes messageries par des adapteurs. Donc nous, dans nos chatbots, chaque messagerie, quand je parle de messagerie, je parle de Messenger, Kik, WeChat, Telegram, etc. Ils ont leur format de message. Nous, dans notre SDK, on a notre format de message interne. Et entre les deux, on a fait une bibliothèque d'adapteurs qui savent traduire les messages d'un format à l'autre. C'est très simple, c'est une traduction de JSON dans le format BotFuel vers le format Messenger, etc. Là, pour simplifier cette présentation, je ne me connecte pas à une messagerie, c'est un peu long de configurer Messenger pour brancher un peu dessus. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser comme messagerie ma console, mon terminal. Et donc j'ai un adapteur, j'ai un shell adapteur que j'utilise. Donc voilà, j'utilise un shell adapteur, donc le bot, je vais lui écrire dans le terminal, il va me répondre dans le terminal. Peut-être avant... Oui, si je peux vous montrer quand même deux trucs, je peux lui dire bonjour. Voilà, on répond. Et je peux lui dire... je peux dire ça. Voilà. Et je lui dis des trucs qu'il m'a répondu. Premier message très simple, je lui dis une phrase statique, il m'a répondu un message statique. Le deuxième est un peu plus sophistiqué, il a compris mon prénom, il l'a extrait, il a refait une réponse en intégrant mon prénom dedans. Peut-être avant qu'on rentre dans le détail, peut-être quelques concepts qui structurent un peu les bots, qui sont des concepts, alors certains sont assez communs à toutes les plateformes de développement de bots, et puis il y en a d'autres qui sont un peu spécifiques à BotFuel. Premier concept que vous connaissez peut-être, et n'hésitez pas d'ailleurs à m'interrompre si vous pensez que je vais pas assez vite, voilà. C'est la notion d'intention, intent en anglais. Et en fait, un des problèmes qu'on résout avec les chatbots, ou qu'on a à résoudre, c'est ce qu'on appelle l'intent classification. On a une phrase en entrée, donc là la phrase « My name is Yann », et quelle est l'intention de l'utilisateur? Qu'est-ce que l'utilisateur est en train de me dire? Comment je peux donner un sens global à la phrase?
Et ça, nous, on résout ce problème-là, on aborde ce problème-là comme un problème de classification. C'est un problème de machine learning, et on fait de l'apprentissage supervisé. Donc on a entraîné le chatbot en lui donnant des exemples de phrases, et en lui disant, ces phrases-là, c'est des phrases où l'utilisateur est en train de te dire son nom. Donc là, l'intention, c'est je dis mon nom, en fait. Donc on a appelé ça name. On va dire, je sais pas, name declaration, je sais pas. Voilà, c'est je dis mon nom. Donc ça, le bot, il va classifier la phrase et il va calculer cette intention. Et il va dire, bah, l'internaute est en train de me dire son nom. Ensuite, le deuxième problème qu'on veut résoudre dans les chatbots, c'est une fois qu'on sait, disons, les deux problèmes, on peut les résoudre l'un après l'autre, peu importe, mais un deuxième problème qu'on veut résoudre, c'est d'extraire de la phrase des entités. Les entités, c'est quoi? Bah, c'est des éléments, souvent on dit des entités nommées quand elles ont des valeurs finies qui sont prises dans une liste de valeurs possibles. Pour vous donner des exemples d'entités, c'est quoi? Ça peut être des couleurs, ça peut être des grandeurs physiques, ça peut être des emails, des URL, des hashtags, ça peut être des adresses, ça peut être des dates, ça peut être des prénoms. Donc ici, dans cette phrase-là, il y a une entité, c'est Yann, c'est un prénom. Et donc, ce que le chatbot va vouloir faire, c'est extraire dans la phrase des entités. Et une fois qu'il a compris l'intention de l'utilisateur et les entités qu'il y a dans la phrase, il a vraiment toute l'info nécessaire pour pouvoir répondre. Parce qu'il sait ce que l'utilisateur veut lui dire globalement, il a extrait les informations pertinentes de la phrase. Tout le reste, c'est un peu du bruit, en fait. Que j'ai dit mon nom est Yann, mon prénom est Yann, ou je m'appelle Yann, ou Yann c'est mon prénom, ça, peu importe. J'ai dit, mon intention c'était de déclarer mon prénom, j'ai donné mon prénom, et le reste c'est du bruit en fait. Donc en fait, c'est les deux problèmes qu'on veut résoudre. Intent classification, et on va voir comment on entraîne le bot pour résoudre ce problème-là, et l'extraction, et on va voir comment on fait les extracteurs. Ensuite, donc ça c'est des choses assez classiques dans les bots. Donc, vous verrez souvent, si vous regardez d'autres frameworks de développement de bots, vous verrez ces concepts. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez BotFuel? Nous, on s'est dit, voilà, les bots, c'est du code, on a développé des bots. Et en fin de compte, un bot, c'est un peu comme une application web ou mobile, il faut structurer le code. Et on s'est dit, comment on va structurer le code? Et en fait, on a trouvé que le pattern MVC était un bon pattern pour structurer le code. Et on va regarder en particulier les contrôleurs et les vues. Donc les contrôleurs, ça va être quoi? Nous on appelle ça des dialogues. C'est des bouts de programme qui vont comprendre, qui vont manipuler l'information que vous avez fournie au bot, qui vont prendre des décisions avec ça, qui vont peut-être faire des écritures dans la mémoire du bot. La mémoire du bot, on appelle ça un brain. Ils vont peut-être lire et écrire dans le brain. Et puis, ils vont appeler une vue avec les bons paramètres. Et une vue, c'est quoi? La vue, c'est la vue qui va générer la réponse. De même qu'une vue, quand on fait des interfaces web, on génère une page web, là, on génère une réponse textuelle. Textuelle dans le cas simple, après ça peut être textuel avec des images sur une plateforme comme Messenger. Voilà. Donc voilà les quatre concepts qu'on va voir: intent, extractor, dialogue et view. Alors, on peut peut-être les regarder justement, on va les regarder pour notre bot. Peut-être d'abord les intents. Donc vous voyez, on retrouve ces quatre concepts là dans ce bot très simple. Donc là, il y a deux intents, greetings et name. Greetings, c'est pour dire hello, pour comprendre que l'utilisateur dit hello, et name, c'est pour dire son nom. Donc là, le training set est réduit au minimum, il y a juste une seule phrase, on aurait pu en mettre plein. Donc là, il comprend si on lui dit hello bot. Si on lui dit que hello, il va comprendre aussi. Vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai dit que hello. Donc là, le training set est vraiment très très minimal, mais il pourrait être très grand en fait. Et là, au lancement du projet, il lit ce fichier-là. Il l'entraîne. Il l'entraîne. Donc ça, c'est fait avec le npm install. Il y a un post-install qui fait... Non, c'est au moment où j'exécute le bot, c'est quand je fais npm on start. C'est au moment où j'exécute. Et name, voilà. J'ai mis my name is Bob. Et vous voyez, j'ai pas dit my name is Bob, j'ai dit my name is Yann.
Et donc ici, il fait la différence entre Yann et Bob. Et en fait, c'est que voilà, My name is Bob, il a compris que c'était une phrase qui ressemble un peu à ça, globalement ressemble à ça. Donc, du point de vue du machine learning qui ressemble à ça, il va comprendre ça comme l'intention, je déclare mon prénom. Et ça, c'est pour le content. Et la liaison, justement, elle est faite comment en fait? La phrase qu'on a dans le content et la phrase qu'on lui donne. Alors, avec les phrases qu'on lui donne ici, là il n'y en a qu'une, mais il pourrait y en avoir plein, il construit un modèle de classification. Après le modèle, c'est un modèle, c'est quoi? Ça peut être une matrice de nombres. Et puis après, quand je dis ma phrase, il va extraire des features. Il va donc avoir un vecteur de features. Il va appliquer le modèle de classification. Il va calculer pour chacune des classes possibles la probabilité. Ici, il y a combien de classes? Il y en a deux. Il y a la classe greetings et la classe name. Et donc, si je dis my name is Yann, greetings va probablement avoir une probabilité très, très faible. Et la classe name va avoir une probabilité forte. Donc après, le bot, il se dit, je prends la classe qui a la plus forte probabilité et je considère que c'est ça que l'utilisateur m'a dit. Comment les entités sont organisées? Est-ce que vous pouvez me montrer? Les entités? Oui. Ouais, on va voir après, oui. On va le voir justement maintenant. Est-ce que c'est un petit peu grossir un petit peu? Donc, pour extraire des entités, il suffit de dropper dans ce répertoire des extracteurs d'entités. Voilà, j'en ai mis qu'un seul. Un extracteur de prénom. Donc on va voir comment il est fait. Vous voyez, il est très simple, au bout du code. C'est juste, il appelle WS Extractor, qui est un extracteur qui se repose sur notre web service d'extraction d'entités. Et on lui dit, on le paramètre en lui disant, on s'intéresse juste au prénom. Si vous voulez, on peut regarder le web service. Voilà. Voilà, donc là, il m'a extrait plusieurs entités. Alors il y a un street type, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être en anglais, is, ça peut être un street type. Et il y a un prénom. D'accord. Donc ça c'est le résultat de... Là on a fait cet appel, ce curl. Si on faisait ce curl là, et ben on aurait cette réponse JSON qui contient deux entités. Et moi je m'intéresse qu'au prénom, donc j'ai filtré, j'ai dit je veux que le prénom. Vous mettez à disposition un dictionnaire d'entités que vous reconnaissez? Si vous allez voir notre doc, vous verrez qu'on supporte 31 entités. Okay. Donc il y a des entités simples, les prénoms c'est très simple, parce qu'il suffit d'avoir un dictionnaire de prénoms. Et puis on a des entités très compliquées, des adresses, des dates. Donc ça c'est les très compliqué, parce que la grammaire des adresses et des dates est très compliquée. Voilà. Donc nous on supporte 31 entités dans 3 langues. Anglais, français, espagnol. Oui. Du coup, si je mets my name is avec quelque chose qui n'est pas un prénom connu, il ne va pas reconnaître. Ah oui, si c'est un truc si c'est pas du tout un prénom, non, il ne va pas le reconnaître comme un prénom. My name is Paris. Paris, c'est un prénom. Mais on peut mettre. My name is Marseille. Non, il ne va pas le reconnaître. Voilà, il a trouvé la ville, Paris, donc voilà, Paris, alors il y a... Ah non, il n'a pas trouvé le prénom, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, il n'a pas en prénom. Sous le capot, vous avez quoi? Vous avez un énorme dictionnaire de prénoms? Pour les prénoms, oui. Okay. Pour les prénoms, oui. Après, pour les adresses et dates, c'est pas comme ça. Du coup, il n'y a pas de poids, en fait. Le poids des entités, pour dire qu'il choisit tel ou tel... Alors, il y a un algorithme bayésien par-dessus, il y a des trucs assez compliqués. Donc, on a des entités candidates, après, on les filtre. Donc, il y a un truc un peu sophistiqué. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que pour une sous-chaîne et un type d'entité possible, on fournit qu'un seul résultat. Par contre, on peut fournir pour une même sous-chaîne, plusieurs entités de types différents. Un même fragment de phrase peut être différentes choses. C'est au bot de décider ce qu'il doit en faire.
Alors, on a ces extracteurs-là, et puis on a aussi la capacité, dans le SDK, de définir ses propres extracteurs. Donc, on a pas mal de docs là-dessus, comment écrire ses propres extracteurs, si jamais tout n'est pas couvert par ce service. On a aussi publié sur notre blog un article où on se benchmark par rapport aux autres fournisseurs de NLP. On est très très bien placé sur la NLP en termes de couverture, en termes de résultats. Par rapport à un recast, est-ce que vous faites par exemple, nous on fait du spell checking. Et donc on part recast, si on combine spell checking et extraction d'entité. C'est très très fréquent que les gens ils fassent des fautes d'orthographe. Et recast n'est pas très résistant par rapport à ça. Et voilà, quand on fait l'extraction d'identité, c'est important. Donc voilà, je vous encourage, si ça vous intéresse, à aller voir notre article de blog. On a comment dire, on a complètement explicité l'approche, donc on peut la refaire, on fournit toutes les données qu'on utilise pour faire les tests. Donc si on revient à notre board, voilà, vous voyez, donc voilà, extraction d'entité, bon là c'était très simple, on aurait pu extraire d'autres entités. Voyons maintenant peut-être les dialogues. Bon, on peut regarder les deux. Donc là, celui-là, il n'y a quasiment pas de code dedans, il a juste appelé une vue qui lui correspond. Chaque dialogue est associé à une vue. Donc ce dialogue il fait rien en fait, il appelle juste sa vue. Il n'y a pas de logique de toute façon quand on répond Hello Human, il n'y a pas de logique, c'est pour ça qu'il évite le dialogue. Et alors voilà, le name c'est quoi? C'est un prompt dialogue. Donc prompt dialogue c'est un composant, c'est un module qu'on a développé qui est très sophistiqué et qui permet, qu'il faut utiliser en fait dès qu'on veut interagir avec l'utilisateur, dès qu'on veut lui poser des questions. Donc en fait on le paramètre en lui disant simplement quelles questions vous posez. Et là, on dit quoi? On dit qu'on veut poser une question sur le nom, name. Name, c'est la clé, ça peut être n'importe quoi. On dit voilà, name, je veux un name, et qui est de dimension for name, de dimension prénom. Donc je vais poser une question, je vais demander le prénom, c'est ça que ça veut dire. Je vais poser une question, je demande le prénom, et le résultat sera labellisé sur name. Ce qui est intéressant, donc là c'est très simple, il n'y a qu'une seule question qu'on pose. On peut très facilement mettre plusieurs entités. Et si on mettait plusieurs entités, on a automatiquement, graphiquement, en fait, sans rien programmer, on a un module conversationnel qui est capable de poser toutes ces questions, de comprendre les réponses à ces questions, de comprendre des changements d'avis sur les réponses à ces questions, de comprendre des réponses qui contiennent, ils ont des phrases d'utilisateurs qui contiennent toutes les réponses d'un coup. Par exemple, si on demandait l'âge en plus, on pourrait dire je m'appelle Yann et j'ai tel âge, on pourrait le dire en une phrase. Ou on pourrait dire je m'appelle Yann et il me demanderait quel âge as-tu? Et je répondrais. Et puis je pourrais dire non, je me suis trompé, je m'appelle pas Yann, voilà. Et on a ce module-là permet de faire des dialogues très très robustes au changement d'avis d'internaute, on va le voir un petit peu. C'est un seul prompt? Ouais, un seul prompt où on a renseigné les différentes questions qu'il faut poser. Tiens. On dit juste name, là j'ai mis name, dimension for name, j'aurais pu mettre edge, dimension number, et ça m'aurait posé une question. D'accord. On va voir après la vue, parce que là c'est juste la partie, c'est la partie dialogue, c'est le contrôleur, donc il n'y a pas de vue. Voyons la vue pour que ce soit plus clair. Alors peut-être la vue d'abord du greetings. La vue greetings, elle est simple. C'est une text view. Text view, c'est quoi? C'est un truc qui est paramétré par un tableau de réponses à écrire. Donc là, il y a une seule réponse, Hello Human. Et name, tout petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde s'il y a une réponse. S'il n'y en a pas, on dit j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'on a demandé un prénom s'il n'y a pas eu de prénom dans la réponse, on dit j'ai pas compris. Et sinon, on capitalise le prénom. Et puis on fabrique une phrase en disant nice to meet you, et puis on met le nom capitalisé. Ça restera très simple. Voilà. Ça c'est une vue, ça génère un message. Un bot text message. Et vous voyez, c'est très simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça ne me paraît pas clair. En tout cas, il n'y a pas du tout d'intention. Si l'intention elle a été détectée avant, là, qu'est-ce qui s'est passé en fait si on regarde tout le déroulement? Quand j'ai dit my name is Yann, il y a eu une classification.
le bot, il a calculé que c'était l'intention name. Il est allé chercher le dialogue name. Le dialogue name, il m'a posé... le dialogue name, il a vu qu'il y avait un prénom dans la réponse. Et il a appelé la vue en lui passant comme paramètre les match entities, les entités qui ont été matchées, qui ont été reconnues, en lui disant, bah voilà, tiens, il y a une entité de prénom dans la phrase. Et la vue, ensuite, elle peut dire « Nice to meet you, Yann ». Donc il y a ces 3 étapes. Classification d'intention, le dialogue qui peut faire de la logique, qui fait des choses, qui appelle la vue qui est bon paramètre. Et la vue, elle se contente de faire de l'affichage, elle touche plus au brain, elle fait pas de choses compliquées. Donc si t'écris les names Jean-Michel, dans le tiré, il va te prendre juste Jean ou il prend Jean-Michel? Là, je sais plus, on peut tester. Voilà, donc Jean, il a capitalisé. Si on a émis, peut-être qu'on aurait pu corriger ça par une correction orthographique, par exemple sur les prénoms. Là qu'on n'a pas, parce que les prénoms, c'est pas dans le dictionnaire, dans le dictionnaire du nom commun, donc ce serait très facile de faire une correction orthographique qui dirait je corrige Jean-Michel sans le tiret avec le tiret. Mais si on fait par exemple, si on fait Jean-Michel, voilà, il a trouvé 2 prénoms, quoi. Jean et Michel. Ok. C'est dans la vue, tu trouves que le premier, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, donc bah, on peut peut-être rajouter, si vous voulez, par exemple, je sais pas combien de temps on a. Ouais, on a déjà avancé. Bah, peut-être qu'on va pas rajouter. On pourrait ajouter, mais là peut-être qu'on va pas le faire, donc ça va nous emmener un peu loin. On pourra ajouter très facilement un autre dialogue, sa vue associée, un autre extracteur, mais ça sera un peu similaire à ce qu'on a déjà. Donc, c'était un exemple, un des plus compliqués que vous avez fait, par exemple, pour voir jusqu'où ça peut aller. Et si tu peux me montrer. Alors, bah, là, ça va faire beaucoup de code si on veut le coder, mais bah, je peux. Je sais En termes de démonstration, Ah bah, on va rajouter des choses, au bot, mais peut-être que. Bon, on va essayer de le faire. Si on a un petit peu de temps encore, ouais, bon, on va le faire. On va rajouter un intent. Donc on va faire par exemple travel intent. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut... je vais entraîner mon bot. Voilà, je l'ai entraîné. Donc ça, c'est un truc qu'il faut faire, j'avais fait avant. C'est-à-dire que chaque fois qu'on modifie le training set, il faut réentraîner le bot, il recalcule un modèle. Donc après, il le charge dynamiquement, mais le recalcul, il faut le faire. Donc c'est toujours à nous de mettre la liste des phrases qui vont potentiellement... Ouais. On peut maintenant créer un nouvel extracteur, par exemple. On va faire un city extractor. Voilà. Copier l'autre en fait.
Voilà, donc là c'est un City Extractor. Et je vais dire que c'est City. Voilà, City Extractor. On va faire un travel dialogue. Donc là, je mets ce que je veux comme nom, je vais appeler ça une destination. Et la dimension, bah, je vais prendre celle que j'ai extraite. Voilà. Voilà, maintenant il me faut une vue. Donc chaque dialogue vient avec une vue en fait. Donc un couplage implicite entre les dialogues et les vues. Alors, bon là, il y a plein de trucs un peu sophistiqués dans le SDK, il y a des mécanismes de résolution, il y a des vues qui sont fournies par le SDK, on peut avoir ses propres vues, donc il y a un mécanisme de résolution, on peut localiser les vues aussi, on peut adapter les dialogues au type de messagerie qu'on utilise. Donc il y a un mécanisme de résolution sophistiqué qui fait qu'on a des comportements par défaut, quand on ne trouve pas des vues très spécifiques, on prend des vues un peu plus générales, etc. Donc, tout ça est documenté dans notre doc. Mais là, je ne rentre pas trop dans le détail. Voilà, donc Travel View. On va quand même la changer un peu, ça va être intéressant. Donc ici. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va, pareil, se définir une variable destination. Donc ça, cette variable, ça vaut la destination si elle existe. Voilà. Et là, on va faire le contraire, en fait. S'il n'y a pas de destination, on va dire... par exemple, où voulez-vous aller? Voilà. Et puis, sinon, on va dire quelque chose. Dire par exemple voilà, c'est-à-dire ça. Est-ce que j'ai pas fait de bêtises? Ok, on va tester. Donc là j'ai entraîné mon bot. Normalement il connaît, mais je vais le redémarrer. Quand on l'entraîne, ça envoie sur votre serveur? Non, là c'est en local. C'est des fichiers en local. Après on va voir la partie de la classification qui est faite. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait dit comme phrase? I want to travel. Voilà. Paris. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant? On
va redémarrer le bot. Parce que, en fait, ce bot-là, il est très simple, vous avez vu les dialogues, vous avez vu les vues, il est très simple, mais en fait, il est déjà plus sophistiqué que ce que vous ne pensez. Par exemple, il sait faire des digressions. Chose qu'aucun de nos concurrents sait faire. Donc, je vais vous montrer. Je vais lui dire I want to travel. Mince, voilà, il a compris quand même. Where do you want to go? Et là, je ne vais pas lui répondre. Je vais lui dire autre chose. Je vais dire hello. Si vous faites ça avec Recast, avec Dialogflow, etc., le bot va vous dire j'ai pas compris. Parce qu'en fait, à la question où voulez-vous aller, je lui réponds hello, il va dire j'ai pas compris. Lui, il me dit hello Yunan, voilà, c'est exactement ce qu'on entend. Il a géré la digression et il revient à la conversation d'avant. Okay. Il garde toute la session, il traite la dernière intention et il ressort. Si jamais c'est une intention plus complexe où il doit arriver il peut le traiter aussi, il est capable de gérer les cas. Après, il pourra me demander si on avait fait un truc très compliqué, est-ce que tu veux toujours faire un voyage, voilà. Donc il gère les changements de contexte, il gère les digressions. Est-ce que vous pouvez changer les phrases? La deuxième fois, il dit So, where do you want to go? Cette phrase-là, On la comprend deuxième. que ça fait deuxième fois que... Ah oui, bah ça, dans le bot, on pourrait être dans la vue, on pourrait dire, si c'est la deuxième fois qu'on pose la question, on la pose différemment. On pourrait faire une phrase randomisée, on pourrait bien sûr faire plein de choses. Qu'est-ce je peux vous montrer de marrant aussi? Donc là, vous avez vu digression. Si je dis donc Paris, voilà, il m'a dit ça. Et si je lui dis, on va voir si ça marche. Voilà. Donc là, c'est changement d'avis. Donc là, j'ai changé d'avis. Parce qu'il a détecté l'entité. Ouais. Il a détecté l'entité, il l'a remise dans le contexte de je suis dans le prompt dialogue. Voilà. Le troisième truc que je peux vous montrer, mais là ça va pas marcher, mais on va le faire marcher, c'est le multi-intent. En gros, je pense que tu sais mieux, mais en gros, les concurrents ils traversent un espèce d'arbre en fonction. Bah, la plupart des concurrents ils font des arbres de décision, donc le bot à un certain moment il s'attend à quelque chose, et puis si on lui dit pas ce qu'il attend, voilà, Et là vous avez une espèce de. Nous on a un modèle d'exécution des conversations qui est beaucoup plus sophistiqué, qui gère les changements d'avis, qui gère les digressions et le multi-intent. Donc le multi-intent, je vais essayer de vous le montrer. Donc multi-intent, il nous faut un fichier de config. Là on n'a pas mis de config en fait. Donc un des trucs qui est... je sais pas combien j'ai de temps, j'ai peut-être pas trop le temps parce que je vais vous montrer autre chose. Bon, le multi-intent, ça sera pour une fois. Multi-intent, c'est le fait de pouvoir dire hello Et poser une question. et bien merci et je voudrais aussi. La plupart des bots, quand vous leur dites merci et je voudrais aussi commander un deuxième billet d'avion, ils disent de rien. Et ils s'arrêtent là. Donc ça, c'est la plupart des bots. Nous, on sait faire du multi-intent. Donc on sait gérer deux intents, en prioriser un par rapport à l'autre, faire la première conversation puis la deuxième. Mais là, si je le fais, il faut que je configure pas mal de choses, donc ça va être un petit peu long. Par contre, je vais vous montrer autre chose. Et ça se configure comment du coup? Alors, en fait, c'est juste qu'il y a une... c'est une autre chose que je veux dire. Nous, on a été assez inspirés, quand on a fait ce SDK, on a été inspiré par React et par Rails. Et un truc qu'on aime bien dans Ruby on Rails, c'est Convention over Configuration. Donc il y a des configurations par défaut dans le SDK qu'on peut changer. Là, par exemple, on n'a pas mis de fichier de config, mais il y a une config par défaut qui dit si on n'a pas mis de config, c'est par défaut le shell adapter. Il n'y a par défaut pas de multi-intent. Le threshold pour les intents, il vaut tant. La langue par défaut, c'est l'anglais, etc., etc. Il y a plein de configs par défaut. Donc, tout ça, on peut la changer, bien sûr. Donc là, il faudrait changer le threshold, il faudrait changer le multi-intent. Voilà. Donc, je vais pas le... Ouais. Quel est l'impact de la langue choisie en fait? Parce qu'il y a des messages qui sont... Bah, c'est les vues, en fait. Dans le bot, là, c'est surtout les vues. On peut localiser les vues. Voilà comment on répond en français, voilà comment on répond en anglais. Donc, c'est sympa de pouvoir... Il ne va jamais prendre des initiatives et faire des phrases qu'on n'a pas écrites dans non, non. Par contre, un truc que je vais vous montrer... Ah si, bah là, il faut que j'écrive un fichier de config quand même. Mais je vais le faire. Donc il faut que je fasse... que je me trouve un fichier de config. Attendez, je vais aller sur la doc. Je ne connais pas par cœur.
là, je vais faire un fichier de config. Et je vais faire juste Q&A. Voilà, on va faire ça. Donc ça, c'est juste, je dis, j'active le module Q&A. Et pareil, le module Q&A, là, ça config, mais là, je ne le configure pas. Donc si je fais ça, normalement, ça doit marcher. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et ben, je vais retourner dans le portail du développeur. Et je vais utiliser notre back-office de Q&A. Donc nous, on a identifié que les questions-réponses, c'était un pattern assez récurrent dans les bots. Et on s'est dit, sur la partie questions-réponses, qui va éditer le contenu, c'est probablement pas des développeurs. Donc on a voulu faire un back-office pour que des non-développeurs, c'est un peu l'exception de notre paradigme, puissent éditer du contenu. Donc c'est ce qu'on peut faire là. Là, je peux mettre... Voilà, j'ai créé... Donc là, vous voyez, j'ai créé ce qu'on appelle une Q&A avec une seule variation de la question, une réponse, je peux le tester ici. Une question, c'est ton intention là. Ouais, alors c'est un peu traité pareil. On va tout uniformiser dans la... Là, on est en train de travailler sur une version améliorée de ce module de Q&A où toute la partie intense que vous avez vu dans les fichiers sera faite aussi là, tout uniformisé. Mais ça fonctionne un peu pareil, effectivement. Donc là, on n'est pas dans le bot, là, on est dans le module de Q&A. C'est pareil, il y a un algo de machine learning aussi. C'est pas exactement le même que dans l'autre, c'est tout ça qu'on veut uniformiser. Voilà, donc là, pareil, c'est un algo de machine learning qui calcule un modèle. Le modèle, il est entraîné automatiquement. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que dans mon bot, je vais le redémarrer. Vous avez changé la config, vous avez Q&A dedans. Ah oui, pardon. Il faut que je le passe. Peut-être que je le donne. Ça marche, ça. Voilà. Voilà. Donc là, la classification, elle est faite en dehors du bot, elle est faite dans le web service. On a fait ça parce qu'on s'est dit que ça répond vraiment à un besoin de nos clients de pouvoir éditer des Q&A, des FAQ en dehors du bot, très simplement, et de brancher ça. Et là, ce qui est sympa, c'est que si j'en rajoute une maintenant, j'ai même pas besoin de redémarrer mon bot, elle est en fait. C'est un service. Ouais. Et le bot, comment est-ce qu'il doit aller chercher sur le Q&A ou sur son truc local? Et ben justement, il y a un mécanisme un peu sophistiqué de résolution où il essaye l'un puis l'autre, on peut configurer ça, on peut lui dire, tu cherches dans les deux, dans tel ordre, voilà. Voilà, je pense que j'arrive au bout de ce que je voulais vous montrer. Après, il y a plein d'autres choses que je pourrais vous montrer, mais ça va faire tard. Donc voilà, donc vous avez vu... Des questions là, vous avez pas du... Le SDK, il en a pas de sens. Ouais. Les connecteurs, là on utilise le shell adapter, on a... adapteur. Donc on peut encoder à la main. On peut encoder à la main. Pareil pour les recognizers. Ouais, les extracteurs, ouais. Ok. On a de la doc, on travaille beaucoup sur la doc en ce moment, donc on a beaucoup de docs sur notre portail de doc, docs.botfuel.io, qui explique la config, les extracteurs, tout, les dialogues, les vues. Donc on a à la fois des tutoriels, comme celui-là, en fait j'ai suivi un tutoriel en fait, qui est sur la doc, mais on a aussi des documents de référence où on rentre plus de comment ça marche. Est-ce qu'on peut brancher à plusieurs NLU différents qui
pourrait détecter bien ces Oui, parties-là, on pourrait. Enfin, mixer plusieurs entités. Ouais, on pourrait. Est-ce qu'il y a une session où on peut garder les user data Oui, alors, ça c'est pareil, ça c'est toujours dans l'idée de convention over configuration. Là, un bot, c'est un brain, parce que vous avez vu, il se rappelle des choses. Et là, en fait, j'utilise un brain en mémoire. Ouais. Donc on peut brancher, on a un brain persistant. Et on peut écrire des brains aussi. Ouais. Et là, c'est complètement souple, on peut écrire la structure de données qu'on veut et récupérer. Disons, on peut faire ce qu'on veut, mais nous, ce qu'on fournit, on fournit un brain Mongo. Ok. Voilà, qui a sa structure de données, quoi. Après, on pourrait faire d'autres brains, vous pourriez vous-même écrire un brain qui stockerait les choses que vous voulez. Il y a une classe abstraite de brain, et après vous pouvez l'implémenter comme vous voulez. C'est par rapport aux entités. Est-ce que c'est à l'utilisateur de définir les entités et les imprimer comme il le veut? Oui, alors, disons, ce que vous avez vu là sur le... Il y a un peu deux aspects. Il y a l'aspect extraction d'entités. Vous avez vu le web service, on n'a pas besoin de lui dire quelles entités on veut, il extrait tout ce qu'il peut. Donc il est un peu dans un mode discovery, il cherche à extraire le plus possible d'entités. Après, le bot, il faut bien dire au bot de quelles entités il a besoin. Si je veux configurer un voyage, il me faut un point de départ, un point d'arrivée, une date, un nombre de voyageurs, etc. Donc ça, il faut le dire au bot. Voilà, tu as besoin de... C'est dans le prompt, vous avez vu dans le prompt, on avait dit quelles entités on voulait. Oui. Est-ce que je peux créer des entités moi-même? Oui, on peut créer des entités, ça. Typiquement, là, dans le voyage, on a une destination de départ et une destination d'arrivée. La destination, ça va être la même entité. Concrètement, quand tu fais le prompt, comment ça se passe? En fait, tu peux, par exemple, là, dans ce cas-là, tu pourrais extraire... il y a plusieurs façons de faire. Là, il faudra peut-être faire un extracteur particulier. Il y a deux approches. Soit on dit, on extrait deux villes et puis... il y a une première, voilà, donc ça serait très robuste. Autrement, il faut extraire un extracteur qui va utiliser le contexte de la phrase autour pour dire ça c'est plutôt un point de départ, un point d'arrivée. On pourrait aussi faire un... Comment? Ce serait deux entités différentes. On pourrait aussi faire un bot qui procède par étapes, qui pose d'abord une question et puis qui après... Et quand il y a un prompt dans le prompt... Et dans le prompt après, il y a un dialogue qui brancherait sur le dialogue. On couperait... Et là, on est un peu dans l'arbre de décision. Là, juste pour cette partie-là, on ferait un peu ça pour forcer la séquentialité, si on veut. Parce que c'est vrai que si on dit Paris-Marseille, nous, on peut faire aussi. Dire Paris-Marseille, c'est Paris le point de départ et Marseille l'arrivée. Dans ce truc de il détecte les entités, les intentions n'importe quand, si jamais on est dans un prompt précis où il dit il aura combien d'enfants, il s'attend à leur chiffre, et que là tu dis j'aimerais partir le 25 mars, il prend le 25, il dit que c'est le chiffre, que c'est le nombre d'enfants, ou... C'est pareil, tout ça on peut le contrôler, on a vraiment beaucoup de flexibilité pour savoir ce qu'on accepte ou pas. Il y a tout ce qu'il faut pour fixer des garde-fous si on veut. Au niveau d'un prompt, on peut dire si on est sensible aux intentions ou pas. On peut faire tout ce qu'on veut. Ok. Et la dernière question. Pour moi. Quand vous dites my name is Jean-Michel, est-ce qu'on peut faire en sorte que tout ce qui est my name is est en fait le print? On pourrait faire un extracteur comme ça serait pas du tout robuste parce que... Je peux vous aider dessus. my name is Jean-Michel, and by the way, ça serait super. Donc, on peut faire un extracteur comme ça, c'est probablement pas recommandé, quoi. Et quid des langues, quand du coup un utilisateur il a une langue, parce que là je vois dans le Q&A il n'y a pas vraiment de question de traduction. Non, en fait c'est quand on a créé le bot, on a dit la langue qu'on voulait. C'est un bot par langue. Ouais. Ok. Disons. Et tu partages le code. Les credentials sont associés à une langue. Ok. D'accord. Après le code d'un bot, lui, on peut lui mettre, on peut localiser les fichiers de vue et lui mettre différentes langues et l'invoquer avec des credentials différents. Ça a été fait ou c'est encore... Non, on l'a fait, Ok. Non, je vais aller dessus. J'aimerais avoir un article sur comment tu localises tout ça. Ouais.